Generation. Boomer Blondie. Yup, Nazi. Happy New Year. Happy New Year. Новым годом. Feliz Año Nuevo. Rafal Mubarak. Happy New Year. Namaz. Happy New Year. Feliz Año Nuevo. Новым годом. И Кукунджима. Cette semaine, validez vos bulletins exceptionnellement jusqu'à demain vendredi. Le loto sportif. Gagner, c'est formidable! Et quand on est gourmand de confiture, Confipousse on craque pour Confipousse. Et c'est pas dur, Confipousse on la tartine partout. La confiture, Confipousse, 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 pousse, 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 pousse. La confiture qu'on aime, la confiture Confipousse. Une confiture qui donne envie de tout tartiner. Confiture, Confipousse, tu me pousses à tout tartiner. C'est en 1932, pour le compte de la Hammer Film, que le petit Louis de Funès joua à l'âge de 5 ans le rôle du prédicateur fou cyclotimique de la traversée de Paris de Claude Autant-Lara, et que Claude Zidi l'engagea avec Coluche pour l'aile ou la cuisse de ce soir. L'intrigue, The Plot en anglais, est culinaire. Chaque année, un événement considérable met en ébullition le monde de l'édition. En quelques jours, plus d'1 million d'exemplaires d'un même livre sont sortis des presses. Il ne s'agit pas du dernier roman d'un auteur à succès, mais plus précisément d'un... Tous ceux qui l'ont approchée se souviennent d'elle. La sirène du Mississippi. Mais ce que je sais, c'est que je peux pas vivre sans elle. Aucune femme ne mérite d'être aimée comme ça, je suis indigne. Un film d'aventure, une histoire d'amour mouvementée, Jean-Paul Belmondo et Catherine Deneuve dans La sirène du Mississippi, un film de François Truffaut. Je suis venu pour vous tuer. La sirène du Mississippi, lundi 20h30 sur FR3. Voici à présent une bonne surprise. Un célèbre présentateur d'une chaîne concurrente, pas celle-là, l'autre, a tenu par pure gentillesse et aussi pour élargir son audience à nous présenter ses vœux. Mais afin de ne pas s'attirer les foudres de son employeur et aussi parce que c'est un sacré déconneur, il vous présente donc ses vœux en suédois. Entre nous, il y va fort. Voici donc Soir 3. Plus de 80 morts dans l'incendie d'un hôtel de Porto Rico, peut-être un acte criminel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un épisode inattendu dans le conflit de la SNCF. Cet après-midi, une délégation de cheminots grévistes s'est rendue au fort de Brégançon, dans le Var, là où François Mitterrand passe quelques jours de vacances avec sa famille. Ils venaient présenter leurs vœux au président de la République. 3 d'entre eux ont été reçus. Commentaire, Éric Pierrot. Les cheminots, 100 à 150 environ, sont venus de Marseille, de Toulon et de toute la région pour offrir une gerbe de fleurs au président de la République. Un cadeau intéressé puisque l'inscription sur la gerbe demande à François Mitterrand de faire intervenir les négociations rapidement. Le chef de l'État a reçu pendant 3 quarts d'heure 2 représentants de la CGT et 1 représentant de la CFDT. Il a précisé que constitutionnellement, ce n'est pas lui qui réglerait le problème, mais qu'il se ferait auprès du Premier ministre, le rapporteur de ce que nous lui avons dit par rapport aux mouvements qui sont actuellement en cours et aux revendications que nous demandons. Fait inhabituel, le président de la République a également invité les journalistes présents à prendre un verre au fort de Brégançon. Est-ce que vous voulez venir prendre un verre à Brégançon? Volontiers.
Commentaire très bref ce soir. À ses hôtes qu'il était petit-fils de cheminot et s'est dit très heureux d'avoir eu le sentiment des hommes qui se trouvent au cœur du conflit. Commentaire très bref ce soir de Jacques Doufiag, le ministre chargé des Transports. Le président a reçu une délégation, c'est son problème, c'est son appréciation, a donc dit M. Doufiag. Sur le terrain, la situation est restée très tendue aujourd'hui. La nuit dernière, le médiateur François Lavandès avait annoncé le retrait du projet de grille des salaires. C'était l'objet principal de la grève. Mais lors de Breuil, cela n'a pas suffi apparemment à satisfaire les cheminots. En effet, les mesures annoncées hier soir n'ont pas eu l'effet de déblocage escompté. Les déclarations du médiateur ont été jugées ambiguës. Les syndicats de cheminots veulent avoir l'assurance que la direction ne remettra pas, sous une forme ou sous une autre, les promotions au mérite. Seule exception, Force ouvrière. Elle estime que cette fameuse grille qui est à l'origine du conflit a bel et bien disparu et envisage une amélioration. Par ailleurs, les assemblées générales limitées aujourd'hui, puisque nous sommes un jour férié, ont montré globalement des réactions négatives. Les propositions faites en matière de conditions de travail ont été jugées insuffisantes. Mais plus grave peut-être pour l'avenir du conflit, beaucoup de grévistes veulent réouvrir les négociations sur les salaires. Or, pour la direction, ce dossier est clos. Voici le point de vue de grévistes recueillis ce soir au dépôt de Paris Sud. Les cheminots sont partis en grève à partir d'un mécontentement général, conditions de travail et salaire. Il faut bien dire que en juin 1987, cela fera 2 ans que les cheminots n'auront pas touché un sou d'augmentation. Alors c'est tout de même scandaleux, parce que dans la presse ce matin, on voyait quand même une photo de la bourse en effervescence où les boursiers arrosaient les profits de 1986. 50% de plus de profits en 1986 et pour les cheminots, 0. La grève continue donc de s'étendre aujourd'hui à la SNCF. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a toutes leurs revendications, il y avait la grille, mais il y a toutes leurs revendications dont il faut discuter, dont, entre autres, sur les salaires, l'augmentation des salaires qui a été chiffrée dans bon nombre d'assemblées générales à 25 points, soit 700 francs pour tous. Bon. Et également, ce qui a été mis à l'ordre du jour, c'est le paiement des jours de grève. Alors voilà donc pour les réactions. Laure, que peut-on attendre de la journée de demain ? Eh bien, demain, de nouvelles assemblées générales doivent avoir lieu. Y aura-t-il poursuite de la grève dans l'unité? Rien n'est moins sûr. On pourrait voir une partie des cheminots reprendre le travail, tandis que les roulants, syndiqués ou non, n'accepteraient pas la reprise sans garantie supplémentaire. La balle serait alors à nouveau dans le camp de la direction de la SNCF. Aujourd'hui, le service a été dans l'ensemble très réduit. Pour les grandes lignes, ce matin, la direction ne prévoyait que 40 trains au départ de Paris. 2 réseaux étaient particulièrement touchés, l'Est et surtout le Sud-Est, où le trafic a été nul. Gérard Pinson l'a constaté en gare de Dijon. Aux premières heures de l'année, la gare de Dijon est devenue une souricière. Aux Bourguignons et à leurs convives du réveillon pressés de repartir, une méchante affichette a brutalement claqué la porte au nez. Aucun train ne circulera aujourd'hui. KO debout, les candidats au voyage. Voilà, et bien écoutez... On a les choses du bon côté apparemment. Il faut bien, je crois qu'il n'y a pas tellement de solutions. Qu'est-ce que vous voulez faire? On avait l'impression à écouter la radio ce matin que la situation devait se débloquer. Oui, la preuve. C'est flagrant. La situation est débloquée, il n'y a pas de train le 11-87. Voilà. Depuis le début de la grève, les entraves à la circulation s'étaient à ce point multipliées à Dijon et surtout le réseau Sud-Est que la direction de la SNCF a donc préféré supprimer tout trafic. Annoncée très tard hier soir, cette décision a surpris même les non-grévistes. Raison de sécurité, oui peut-être, oui et non. Hein. Disons que c'est surtout, je pense, à cause des grévistes qui barraient les trains, qui empêchaient les trains de partir. Les grévistes de Dijon, privés de leur exercice quotidien de retardement des trains subsistants, ont décidé de poursuivre leur mouvement. Avant tout, c'est de l'augmentation qu'ils réclament. Bon, ça fait quand même 12 jours qu'on est en grève, on voudrait quand même que cette grève nous rapporte quelque chose, quoi. Bon, pour l'instant, il y a la grille. Ça ne suffit pas, le retrait de la grille ne suffit pas. Nous avons eu notre assemblée générale ce matin à 11h et nous avons seulement un collègue qui était pour une éventuelle reprise du travail. Messieurs, dames, vous vouliez prendre le train? Non, ouais, ça fait des heures et des heures. Et les prévisions ne sont guère optimistes. Demain, à Dijon, passeront peut-être 2 TGV Paris-Lausanne, un point c'est tout. Non, pas tout à fait, puisqu'il reste les autocars des sociétés privées. Ou bien, pour les plus pressés, les taxis que l'on s'arrache. Ouais, c'est... Qu'est-ce qu'elle dit votre merde? Tout est par piston ici en France. 2000 francs pour un Dijon-Paris, si le cœur vous en dit.
Alors précisément pour demain, je vous rappelle le service mis en place par Soir 3 pour obtenir les horaires des trains au départ de Paris. Vous faites le 3615 sur votre Minitel et vous tapez ensuite le code FR3. À la RATP, la direction annonce un trafic normal jusqu'à la fin de la semaine. C'est à partir de lundi prochain que les perturbations pourraient recommencer. Une réunion sur les salaires doit avoir lieu lundi après-midi entre la direction et les syndicats. Le 1er janvier est traditionnellement une date où l'on enregistre des hausses de prix et parfois aussi des baisses. C'est hélas plus rare. Samuel Costa fait le point de ce qui va changer à partir d'aujourd'hui. Entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur la liberté des prix et de la concurrence. L'encadrement du crédit est supprimé, l'impôt sur les grandes fortunes disparaît. La facturation à blanc des chèques entre en vigueur jusqu'au 1er avril. Le salaire plafond passe de 9 480 francs à 9 630. Le forfait journalier de 21 à 25 francs. Le courrier destiné aux caisses doit désormais être affranchi au tarif PTT. La redevance baisse de 6,5%. Pour un appareil couleur, elle passe de 541 francs à 506 et pour un noir et blanc, de 356 à 333. La taxe sur les magnétoscopes est supprimée. La taxe sur les carburants est relevée de 2,4%, soit 7 centimes et demi par litre. Le gaz est à la baisse. Usage individuel, moins 11%, usage collectif, moins 12% et usage industriel, de 9 à 12%. Les loyers HLM pourront augmenter jusqu'à 3%. En cette période de fête, arrêtons-nous quelques instants sur un problème qui affecte les plus pauvres d'entre nous, ceux dont on coupe l'électricité en plein hiver parce qu'ils ne peuvent pas payer. Il y a un an, une convention prévoyait que l'État paierait ces factures. Or aujourd'hui, on s'aperçoit que ce principe généreux a du mal à fonctionner. Les coupures de courant ont seulement baissé de 6%. Pourquoi ce blocage? Anne Rongère est allée à Lille, dans une famille qui vit avec 1 200 francs par mois et dont 3 enfants sur 4 sont en placement. Tous les jours, Jacques Lemaire sillonne les rues de Lille. Ce qu'il cherche, du bois. Aujourd'hui, il fait le tour des bennes de chantier. Quelle sorte de bois vous ramassez? Tout, des morceaux de chevron, des planches, tout ça. Et puis vous en servez pourquoi? Pour nous chauffer et faire cuire à manger. Depuis septembre, Jacques et sa famille n'ont plus l'électricité. Leur compteur a été enlevé par EDF, ils doivent 1 000 francs. Plus de radiateur électrique, le problème numéro 1, c'est le chauffage. Pour 2 pièces, il n'y a que ce poêle. Toute la journée, l'eau chauffe dans la bouilloire pour la toilette, le ménage et la lessive. EDF a proposé au Lemaire un paiement mensuel, a priori plus facile à gérer qu'une grosse facture tous les 4 mois. Mais il faut un prélèvement automatique sur le compte en banque. Avec 1 200 francs de revenus par mois, il y a longtemps que le leur est vide. Alors ils le disent sans amertume, entre la nourriture et l'électricité, ils ont choisi. C'est mieux à manger le pauvre petit que d'avoir de l'électricité. Surtout ça, hein. Et puis moi, c'est le plus embêtant, c'est quand les enfants viennent en week-end. Parce que comment ça se passe? Pour le courant, hein. Et les enfants se demandent comment ça se fait. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est pas marrant de s'éclairer à la bougie. Pour éviter les coupures en période d'hiver dans les familles les plus pauvres, l'État peut prendre en charge les factures de décembre à avril. Mais à une condition, qui pour cette deuxième famille est un blocage. Il faut que la dette antérieure soit acquittée. Monsieur Baclet est au chômage depuis 2 ans. 4 enfants, 4 300 francs de revenus, il n'arrive pas à rembourser sa dette de 3 400 francs. Plus d'électricité depuis 6 mois. On trouve le temps très long, sans courant, surtout le soir. Qu'est-ce que vous faites le soir? Le soir, j'essaie de bouquiner, mais... À la bougie? À la bougie, c'est pas la journée. Ouais. Et puis au niveau de la journée, par exemple, qu'est-ce que ça change maintenant que vous n'avez plus de courant? Les enfants, ils se rebellent beaucoup, parce qu'il fait froid dehors pour pas jouer. Ils sont méchants, ils s'empêchent facilement. 1 an après la mise en place de la convention État-EDF, les associations caritatives font le bilan. Trop rigide, trop complexe, cette convention exclut de fait les plus pauvres. Nous avons à concilier 2 choses.
la rigueur du service public chargé de distribuer le gaz et l'électricité et d'encaisser le montant de ces factures. Et d'autre part, une attitude de bienveillance, d'écoute, de compréhension à l'égard de tous nos clients et bien sûr à l'égard de ceux qui sont en situation réellement difficile. Ils sont 1 million en France à vivre en dessous du seuil de pauvreté, 25 francs par jour et par personne. Cette année, plusieurs associations caritatives demandent que les coupures d'électricité soient interdites de décembre à mars par une loi, comme c'est déjà le cas pour les expulsions. À l'étranger, confirmation de l'engagement de l'armée tchadienne dans le Tibesti. Pour la première fois depuis le 11 décembre, les forces armées nationales tchadiennes seraient aux prises avec les forces libyennes dans le nord du pays. N'Djamena annonce ce soir 50 tués et 14 prisonniers libyens. En Chine, les étudiants semblent bien ne pas vouloir désarmer. En ce moment même, 4000 d'entre eux manifestent dans les rues de Pékin. Ce matin déjà, ils avaient bravé toutes les interdictions pour aller manifester au cœur de la capitale, sur la place célèbre Tiananmen. Francine Raymond. Au début, seulement quelques centaines ont osé manifester ici, au cœur de Pékin, sur la place Tiananmen. Plus tard, ils étaient environ 3000, à défiler au cri de « Nous voulons la liberté, nous voulons la démocratie », à quelques mètres du siège du gouvernement. Pourtant, ces derniers jours, les autorités ont usé de tous les moyens pour tenter d'empêcher cette manifestation, combinant la persuasion à de sévères mises en garde. Mais aujourd'hui, sur la place Tiananmen, les étudiants chinois ont démontré, une fois encore, leur volonté de se faire entendre. Les slogans et les banderoles affirment leur soutien aux réformes en cours et à leur artisan en chef, Deng Xiaoping. Protégeons le camarade Xiaoping, disent-ils, mais nous voulons aussi la liberté de la presse. La police n'était pas armée et visiblement n'avait pas reçu l'ordre de réprimer réellement cette manifestation. Maladroitement, les forces de l'ordre, aidées par le verglas, ont procédé à une vingtaine d'interpellations. Ce soir, on apprend que les étudiants appréhendés ont été libérés. Mais après avoir menacé de sévères punitions les fauteurs de troubles, reste à savoir jusqu'où le gouvernement chinois va accepter la contestation des étudiants. Grand éclat de rire, mais aussi remous politique en Allemagne fédérale, après la diffusion hier des vœux du chancelier Kohl par la première chaîne de télévision. Le problème, c'est qu'il s'agissait de la cassette enregistrée il y a 1 an pour les vœux de 86. C'est une erreur et un cauchemar, a dit le directeur de la chaîne, mais pour le porte-parole du gouvernement, c'est une malveillance politique, et cela à 3 semaines des élections. Et puis à signaler encore au Chili le geste du général Pinochet qui annonce la fin de l'état de siège à Santiago et dans l'extrême nord du pays. Il a également indiqué que les exilés seront autorisés à rentrer chez eux dans un délai de 3 mois. Jean-Paul II a annoncé ce matin une nouvelle encyclique et une année consacrée à la Vierge. Le pape, qui célébrait la messe dans la basilique Saint-Pierre, a précisé qu'au cours de cette année, chaque diocèse prendra des initiatives pour approfondir le mystère de la Vierge et promouvoir son culte. Quant à l'encyclique, dont le thème sera la Vierge Marie, elle devrait également concerner la question du rôle de la femme au sein de l'Église. Au moins 80 morts, tel est le triste bilan provisoire de l'incendie qui vient de ravager un hôtel de luxe à Porto Rico. Un incendie qui restera comme l'un des plus meurtriers du genre et qui pourrait être d'origine criminelle. Commentaire, Hélène Rizacher. D'abord 3 explosions au sous-sol, puis le feu qui a totalement ravagé 4 niveaux de l'hôtel Dupont Plaza de San Juan, le plus luxueux de Porto Rico, bondé de plus de 800 touristes américains et canadiens venus pour le réveillon. Au moins 80, peut-être 100 d'entre eux ont péri en essayant d'échapper aux flammes. D'autres, paniqués, se retrouvent sur les balcons. Les cages d'escalier sont envahies de fumée toxique. Sur le toit de l'hôtel, au 21e étage, une noria d'hélicoptères qui récupère ceux qui parviennent jusqu'à la terrasse. Les pompiers ont mis plus de 3 heures à éteindre les foyers les plus violents. Pour tenter de sauver sa vie, tous les moyens sont bons, même une chaîne de drap nouée. Selon les pompiers, il reste encore des gens sous les décombres. Et en bas, les survivants se retrouvent